Hola amigos! Dans cette vidéo, je vous emmène à Cuba, plus précisément à La Havane, sa capitale. Pour vous le dire honnêtement, moi qui ai déjà visité le Mexique, le Pérou ou encore la République dominicaine, dont vous trouverez d'ailleurs les films sur la chaîne, je me suis demandé si j'allais découvrir quelque chose de nouveau à Cuba. Eh bien la réponse est oui à 200%. Depuis l'embargo américain que subit ce pays depuis les années 60, il est littéralement resté comme figé à cette époque. Et c'est tout ce que je vais vous montrer maintenant. Nous visiterons d'abord la vieille ville, classée au patrimoine de l'UNESCO, avec ses bâtiments coloniaux et ses voitures vintage. En bref, la zone touristique où les guides vous emmènent. Mais vous découvrirez également la vraie vie des habitants à quelques centaines de mètres de là, dans des quartiers beaucoup moins flatteurs, dans le centre de la Havane. Et c'est justement ce contraste-là qui est intéressant. Au-delà des rues colorées et animées, c'est une véritable immersion dans la vie cubaine que je vous propose. Ces images vont vous transporter dans une ville où chaque rue est un tableau vivant, chaque bâtiment raconte une histoire et où les habitants ont démontré leur capacité d'adaptation à une réalité économique plus difficile qu'il n'y paraît. Prêt pour cette aventure inoubliable? C'est parti! Vous allez me dire que là, on est déjà sur du gros cliché, mais en fait, pas du tout. Des voitures vintage comme celle-ci, on en croise partout. C'est une sorte de vitrine, mais aussi une source de fierté pour leurs propriétaires qui en prennent particulièrement soin. Et il serait d'ailleurs dommage de ne pas en profiter, tellement elles représentent l'identité de Cuba. Plusieurs sont utilisées comme taxis, il est donc assez facile de pouvoir en tester une. Mais si comme moi, vous préférez en bénéficier plus longtemps, sachez qu'il existe sur internet des formules de location avec chauffeur de 1 heure à une journée complète pour faire le tour de la ville avec quelques commentaires en prime. Tout ça se réserve à distance, depuis chez vous, du jour au lendemain et paiement compris dans la monnaie de votre pays. Je vous mets un lien dans la description à titre d'exemple. Première surprise de ce voyage, il y a des parcs à La Havane, avec quelques arbres exotiques centenaires même. Sans y passer des heures, ça vaut quand même un petit détour. Surtout quand les chauffeurs ont tous la même idée de vous arrêter sur un point de rencontre où vous pouvez également admirer d'autres véhicules vintage. Pourquoi d'ailleurs ne pas en profiter pour fumer un petit cigare? Le cigare, c'est quand même la spécialité de la Havane. Bon, là je vous l'accorde, c'est un peu cliché. Nous repartons pour un lieu qui mérite davantage d'explications, la place de la Révolution. Comme on peut le voir sur ces images, elle est entourée de bâtiments gouvernementaux, en l'occurrence les ministères de l'Intérieur et des Communications au nord, affublés du portrait de deux figures importantes de la révolution cubaine, Che Guevara et Camilo Cienfuegos. Et au sud, c'est le mémorial de José Martí. José Martí est considéré comme un personnage clé de la lutte pour l'indépendance de Cuba contre l'Espagne et donc comme un héros national. C'est l'un des pères fondateurs de la nation cubaine. Son portrait apparaît sur les billets de banque, de nombreuses statues sont à son effigie et même l'aéroport de la Havane porte son nom. Après son indépendance en 1902, Cuba est devenue un État souverain, mais elle a souvent été dominée par des régimes autoritaires et corrompus, comme celui de Batista qui prit le pouvoir lors d'un coup d'État. Avec le soutien de ses forces révolutionnaires, Fidel Castro mena un combat contre le régime et le renversa en 1959. Il devint alors le Premier ministre de Cuba. Le 1er mai de la même année, il prononça un discours devant plus d'1 million de personnes sur cette place, qui est devenue depuis lors un lieu emblématique de la ville, d'où son nom, la place de la Révolution. Dans son combat contre Batista, Castro put compter sur l'appui du célèbre Che Guevara.
Révolutionnaire argentin avec une grande expérience de la guérilla en Amérique latine, il le rejoignit en tant que commandant militaire et conseiller. Après la Révolution, il fut nommé ministre de l'Industrie et président de la Banque centrale. Depuis, il est devenu une icône dans le monde entier, symbole de l'idéalisme révolutionnaire et de la lutte contre l'injustice. Enfin, le dernier portrait présent sur la place, celui de Camilo Cienfuegos, qui joua également un rôle important dans la révolution de Castro avant de devenir ministre de la Défense. Mais sa carrière fut de courte durée, car il est décédé quelques mois plus tard dans un accident d'avion à l'âge de 27 ans. Au-delà des symboles, la place de la Révolution est un lieu de rassemblement pour de nombreuses manifestations politiques et culturelles. Elle a notamment accueilli des personnalités telles que le pape, le président russe Vladimir Poutine et le président américain Barack Obama. Après cette parenthèse historique, nous reprenons la voiture pour rejoindre le centre-ville. Mais c'est finalement à pied que nous allons continuer. Cette statue de Jésus mesure environ 20 mètres de haut et a été inaugurée en 1958. Elle se trouve sur la colline de la Cabaña et offre une vue panoramique sur la Havane. Comme vous l'aurez remarqué, elle a été directement inspirée par la célèbre statue du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro au Brésil. La Havane est connue pour son architecture coloniale qui est restée pratiquement inchangée depuis le 19e siècle. Sa vieille ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et vous allez voir que c'est de loin la partie la mieux entretenue de la ville, un peu comme on essaye de conserver une étoile dans un guide gastronomique. Et ce sont les revenus du tourisme qui servent à financer la rénovation. Et tout d'abord, le Castillo de la Real Fuerza, qui est l'un des plus anciens forts espagnols dans les Amériques. Il a été construit sur un site qui était autrefois une forteresse indienne pour défendre la ville contre les attaques des pirates et des corsaires. Il a également servi de dépôt pour les trésors et les marchandises qui entraient et sortaient de la Havane, puis comme prison et enfin comme musée. El Templete est un petit temple historique et commémoratif bâti en 1828 pour marquer le site où les premiers colons espagnols ont fondé la ville de la Havane en 1519. Vous vous demandez sûrement pourquoi avoir utilisé des colonnes de style gréco-romain pour sa construction. Eh bien, l'idée était de s'inspirer de ce qui se faisait dans l'Antiquité, et en particulier de la Grèce et de Rome, considérées comme des références de la perfection esthétique au début du 19e siècle. À l'intérieur de l'enceinte se trouve un buste de Christophe Colomb et 3 grandes peintures de l'artiste français Jean-Baptiste Vermet. Elles représentent la première messe et la bénédiction du Templete lors de son inauguration. Chaque année, le 16 novembre, les habitants célèbrent la fondation de leur ville en organisant une procession qui part justement de cet endroit. Ici, c'est le musée de la ville, avec des expositions sur l'histoire de la Havane depuis l'époque précolombienne jusqu'à nos jours. La statue au centre de la cour représente Christophe Colomb, pointant du doigt un globe terrestre situé à côté de lui. Avez-vous remarqué qu'ici le sol est en bois ? C'est parce qu'à l'époque coloniale, c'était un matériau facilement disponible, mais qui avait l'avantage d'amortir le bruit des pas des chevaux et des charrettes. Mais ne vous y trompez pas, aujourd'hui, la plupart des rues de la vieille ville de la Havane ont été pavées de pierre. Nous rejoignons la place Saint-François d'Assise, qui abrite une église de style baroque du même nom. Construite en 1730, elle a été restaurée plusieurs fois au fil des ans.
Notre promenade nous amène à la Plaza Vieja. Cette place, située au centre historique de La Havane, était à l'origine utilisée comme marché et entourée de commerces de toutes sortes. Depuis, elle a subi plusieurs transformations et elle est devenue le lieu de rassemblement pour les festivités et les événements communautaires. Elle a été réaménagée dans les années 90 et est maintenant bordée de bâtiments historiques, de restaurants, de bars et de galeries d'art. Et voici la cathédrale de La Havane, construite au XVIIIe siècle sur le site d'une ancienne église. Elle est dédiée à Saint Christophe, le saint patron des voyageurs, et représente un lieu de culte toujours actif qui accueille régulièrement des offices religieux. Mais tout ça nous a donné faim. Allez, pour le déjeuner, je vous emmène dans un endroit un peu particulier, la Boguerita del Medio. Fondé en 1942, ce bar-restaurant est devenu célèbre dans les années 50-60 pour avoir été un lieu de rencontre pour les artistes, les écrivains et les musiciens cubains. Il est réputé pour son cocktail emblématique, le mojito, et ses murs bleus où sont inscrits les noms de nombreux visiteurs connus qui ont fréquenté l'endroit, tels que Ernest Hemingway ou Nat King Cole, mais aussi moins connus comme tous les clients en fait. Avec son décor rustique, ses couleurs chatoyantes et son ambiance musicale, c'est une destination touristique vraiment populaire à tester si vous le pouvez. Retour dans les rues touristiques de La Havane. Vous l'aurez probablement imaginé, la musique à Cuba est profondément enracinée dans la culture et la vie quotidienne des habitants. Elle représente une partie essentielle de l'identité cubaine et contribue à créer une atmosphère animée dans la ville. Il n'est donc pas rare de croiser des artistes qui se produisent dans les rues piétonnes de la vieille ville, dans les bars et les restaurants. C'est un moyen pour eux de toucher un public plus large, mais aussi de gagner leur vie, notamment auprès des touristes. Chocolate, conmigo, hago que me vaya. Toma chocolate, pagado. Les moyens de locomotion à La Havane sont assez variés, mais les voitures vintage sont une véritable attraction et un symbole de l'histoire et du charme de la ville. Leur présence persistante ajoute vraiment une atmosphère nostalgique au paysage. L'une des raisons pour lesquelles ces véhicules sont si répandus est liée à l'histoire de Cuba. Après la révolution de 1959, l'importation de voitures étrangères a été fortement restreinte, ce qui a conduit à la conservation et à la réutilisation des voitures existantes à l'époque. Les Cubains ont donc dû faire preuve de créativité et de compétences mécaniques pour maintenir ces voitures en état de marche malgré le manque de pièces détachées et de ressources. Comme évoqué en début de vidéo, vous avez la possibilité de monter à bord pour des visites touristiques ou pour faire des tours en ville avec la sensation de remonter le temps. Nous voici maintenant devant un bâtiment emblématique et historique de la ville, le Capitole.
Inauguré en 1929, il a été conçu comme siège du gouvernement cubain, abritant le Sénat, la Chambre des représentants et les bureaux exécutifs. S'il s'inspire directement du Capitole des États-Unis à Washington, dont il est une sorte de copie en fait, c'est qu'à l'époque de sa construction, Cuba était sous l'influence politique, économique et culturelle des USA. Il a donc été décidé d'utiliser des éléments architecturaux similaires, tels que la grande coupole et la façade imposante, pour exprimer l'aspiration de Cuba à devenir une nation moderne et prospère, tout en montrant une certaine admiration pour les États-Unis. Après ce nouvel intermède musical, je vous emmène à quelques mètres de là, dans le quartier de Centro Havana. Ce que vous allez voir maintenant va vous paraître un peu en rupture par rapport aux images précédentes, et pourtant c'est bien la réalité. Vous remarquerez qu'ici, les immeubles sont dans un état plus délabré. Alors quelles sont les raisons qui expliquent un tel contraste ? Tout d'abord, il est important de noter que de nombreux édifices datent de l'époque coloniale et ont subi des décennies de négligence et d'absence d'entretien. Parallèlement, l'embargo américain qui sévit depuis les années 60 a eu un impact significatif sur l'économie cubaine et par extension sur la qualité de vie des habitants. Les restrictions commerciales et financières imposées par les États-Unis ont limité l'accès aux matériaux de construction, aux équipements et aux technologies nécessaires pour rénover les bâtiments de manière adéquate. Cela a rendu encore plus difficile la préservation et la réhabilitation des immeubles. Mais la gestion du pays par les autorités locales s'est également traduite par des ressources limitées, des salaires bas et une pénurie de biens de consommation courante. De nombreuses personnes ont souvent du mal à subvenir à leurs besoins quotidiens. Pour autant, les habitants de la Havane gardent le sourire et font preuve de résilience et de solidarité. Malgré des conditions précaires, ils parviennent à faire face aux difficultés ensemble. Pour les mêmes raisons, l'approvisionnement en pièces de rechange et en équipement automobile est souvent limité. L'entretien des voitures vintage est donc un défi constant pour leurs propriétaires. Mais les Cubains ont développé des compétences et des connaissances uniques en matière de mécanique automobile pour remédier à cette situation. Ils sont capables de trouver des solutions ingénieuses comme fabriquer leurs propres pièces de rechange en utilisant des matériaux recyclés ou en adaptant des pièces provenant d'autres types de véhicules. Ils ont aussi la culture de l'échange et du partage de connaissances. Les passionnés de voitures se réunissent souvent pour discuter et partager leurs conseils sur la maintenance et la réparation des véhicules. Cette solidarité entre les propriétaires de voitures vintage contribue à préserver ces trésors automobiles et à continuer à faire vivre cet héritage. Notons également que le gouvernement cubain a récemment assoupli les restrictions sur l'importation des pièces de rechange. Cela a donc contribué à améliorer la disponibilité des pièces d'origine et à faciliter l'entretien des véhicules. Mais on ne croise pas que des voitures à la Havane. Elles sont même en nombre relativement limité finalement. Notre balade nous conduit vers des rues où les Afro-Cubains sont plus nombreux. Ici, le street art semble avoir trouvé sa place sur les murs. De quoi rajouter une nouvelle touche de couleur et de créativité dans un quartier qui semble en avoir un peu besoin.
Le jus de canne à sucre est une boisson populaire à La Havane et dans toute l'île de Cuba. Vous pouvez trouver des stands et des petites échoppes dans les rues qui vous en proposent. Le processus de préparation est assez simple. Les tiges de canne à sucre sont pressées pour en extraire le jus sucré. Ce jus est souvent servi dans un verre avec de la glace et parfois mélangé avec un peu de citron pour ajouter une touche d'acidité. Il est apprécié par les habitants et les visiteurs qui recherchent une expérience authentique de la cuisine cubaine. Nous voici au Floridita. Ce bar est une icône incontournable de La Havane et un lieu emblématique associé à l'histoire de la célèbre boisson cubaine, le daiquiri. Situé dans la vieille ville, il a acquis une renommée mondiale grâce à son ambiance animée et à son héritage culturel. Il a été fréquenté par de nombreux écrivains et artistes célèbres tels que Ernest Hemingway, qui était connu pour y passer du temps et déguster ses daiquiris préférés. L'atmosphère y est chaleureuse et conviviale avec une décoration rétro qui rappelle l'âge d'or de La Havane. On y croise de nombreux musiciens, ce qui ajoute une touche supplémentaire à l'ambiance festive du lieu. Autant vous le dire tout de suite, le Floridita peut être assez fréquenté, surtout aux heures de pointe, car il attire des visiteurs du monde entier. Un bar pour les touristes, mais qui vaut le déplacement. Pour entrer, je vous propose d'emprunter un moyen de transport très particulier et distinctif de la ville, le Coco Taxi. Les Coco Taxi sont des scooters motorisés avec une carrosserie jaune en forme de coque de noix de coco, d'où leur nom. Ils sont capables de transporter généralement 2 personnes à l'arrière. Forcément, c'est un peu bruyant et polluant, mais franchement, c'est une manière amusante de se déplacer et de profiter du paysage d'une manière différente. Le trajet va nous permettre de longer la ville par une célèbre promenade de bord de mer que l'on appelle ici le Malecón. S'étendant sur 8 km le long de la côte nord, il offre une vue panoramique sur l'océan Atlantique sur fond de coucher de soleil. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a donné l'envie de vous rendre à Cuba et de visiter La Havane, sa capitale. C'est une destination que je vous recommande vivement si vous êtes en quête de dépaysement et d'authenticité et je vous encourage à vivre cette expérience par vous-même. Si vous avez apprécié ces images, n'hésitez pas à y ajouter un petit like, à les partager et à nous faire part de vos commentaires. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué à La Havane. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos futures explorations. Je vous mets en description les liens vers nos autres vidéos sur Cuba que je vous conseille de visionner si vous voulez en connaître davantage sur ce pays. Et je vous dis hasta luego!